Prochain intervenant est Yann-Étienne Legal, directeur des ressources humaines du groupe Rocher, et aussi le bras droit de Brice Rocher, petit-fils d'Yves Rocher, en tant que directeur général adjoint du groupe Rocher. Depuis 10 ans, il est le fer de lance de la transformation du groupe Rocher qui a complètement changé en remplaçant le business model de la vente par correspondance par un business model de retail avec plus de 4000 points de vente et de digital avec l'e-commerce et le social selling. Avant de travailler pour le groupe Rocher, Yann-Étienne a travaillé 6 ans en tant que DRH dans les services pétroliers pour Schlumberger, ce qui lui a permis de parcourir le monde entier. Donc, il était aux États-Unis, au Texas, au Brésil, en Asie, mais n'a pas satisfait sa sensibilité envers la nature. Il nous parlera aujourd'hui de la volonté du groupe Rocher de mettre au cœur de sa stratégie sa mission profonde de reconnecter l'humain à la nature, Reconnect to Nature, s'inscrivant fermement dans la vision écologique de son fondateur Yves Rocher, qui est un grand amoureux de la forêt, et devenant ainsi la première entreprise à mission en France. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très impressionné d'être devant autant de designers, des gens qui sont vraiment dans l'innovation. Alors évidemment, ce n'est pas mon cas, je suis un manager. Je suis effectivement directeur général adjoint de ce beau groupe qui est le groupe Rocher, dont je vais vous parler, et plus spécifiquement en charge des ressources humaines, qui est mon métier de base, et de la communication. D'accord ? Donc on ne va pas parler de design thinking. Par contre, on va parler d'innovation et d'agilité, qui est une autre manière de le regarder. On ne va pas être technique du tout, mais en l'illustrant par les grandes étapes de la transformation de ce groupe. Hein. Ce que vous voyez là, avec ce beau visuel de nature, voilà nos marques. On a 10 marques, la plus connue étant Yves Rocher, en tout cas en France. Donc le groupe fait 2,8 milliards au niveau mondial. Il y a 18 000 personnes qui y travaillent. Mais je vais essayer de vous expliquer d'où on vient et où on va, surtout, dans ce groupe familial, hein, qui donc est un groupe non coté, totalement privé, avec un actionnariat familial qui est l'actionnariat de la famille Rocher, donc Yves Rocher, le fondateur. Notre PDG aujourd'hui, c'est Brice Rocher, c'est le petit-fils d'Yves Rocher. Voilà, donc on perpétue la tradition de génération en génération, avec un ancrage, Thomas le mentionnait, breton, en l'occurrence très fort, hein, puisque l'entreprise est née à la Gacilly, qui est un petit village dans le Morbihan. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros entre Redon et Vannes, pour la faire courte. Et c'est là, c'est le berceau du groupe, et c'est un écosystème en tant que tel assez exemplaire en termes de développement responsable, hein, de RSE, on dirait, aujourd'hui, avec un pilier environnemental extrêmement fort, un pilier social très fort aussi, puisqu'on a créé et perpétué de l'emploi localement, et sociétal, on en parlera bien sûr. Alors, voilà. La première transformation dont on peut parler dans ce groupe, et sur lequel il a fallu montrer beaucoup d'agilité, d'innovation, c'est le business model. Hein. Le business model, juste un peu plus loin, puisque moi, je suis dans ma 15e année là, dans l'entreprise. D'accord ? Quand je suis rentré dans l'entreprise, la VPC, alors pour les plus anciens, la vente par correspondance, d'accord, ça existe de moins en moins, mais c'était très fort. Plus de 50%. Là, j'ai mis 40% en 2008. C'était plus de 50% en 2005 quand je suis rentré. D'accord. Plus de 50% de notre chiffre d'affaires, c'est de la vente par correspondance, papier. D'accord. Vous recevez votre petit bulletin, vous me collez vos timbres, vous l'envoyez, vous recevez votre mailing, comme on dit, tous les mois, etc. Alors, c'est pas mort, hein, ça existe toujours, mais ça a considérablement réduit. Et les grandes entreprises de la VPC, qui étaient le Reader's Digest aux US, la Redoute, les Trois Suisses en France, la Camif dont on parle maintenant, mais qui s'est complètement réinventée, qui est morte pour renaître. En fait, toutes ces Quellen, Eckermann en Allemagne, tous ces gens-là sont soit morts,
soit se sont réinventés. Et souvent avec des pertes de chiffres considérables avant de relancer une nouvelle idée. Donc nous, on n'a pas vécu de perte de chiffres. Donc ça, c'est quand même... Donc on est descendu à 14%. Je pense qu'on va être, c'est même très ambitieux, je pense qu'on va être à 10% très vite là. Donc c'est un canal qui est plus qu'en obsolescence rapide. Et on a compensé ça par le retail, on en parlait. On est une des plus grandes chaînes au monde aujourd'hui en beauté, plus de 4000 points de vente dans le monde. On pourrait parler de Petit Bateau aussi, qui est une de nos marques dans le textile. Et le digital, avec évidemment le e-commerce, qui a pris le relais de la VPC, mais en réalité, c'est beaucoup moins en volume de chiffre d'affaires. Donc, c'est par contre une manière de penser complètement différente. Et puis, la dernière née, si je puis dire, c'est le social selling. C'est une manière de faire du commerce à travers les communautés. On a une boîte aux US qui s'appelle Arbonne, qui est dans ce business model-là, c'est-à-dire que vous avez une conseillère de vente, comme la vente directe traditionnelle, là aussi pour les plus anciennes, Tupperware, Avon, etc. Ces boîtes qui existent toujours, mais qui sont mal en point, je peux vous le dire. Et au lieu d'avoir une conseillère à la maison qui fait sa réunion, vous avez, la personne est sur sa tablette et elle active en fait ses communautés à travers Facebook, à travers Instagram, etc. Qui sont alors vend des produits, en l'occurrence Arbonne, c'est des compléments alimentaires, des nutritionals et de la cosmétique, à travers une vision très communautaire. Donc, dans la tablette est embarqué le CRM, est embarqué le moyen de paiement, mais à travers les réseaux sociaux et l'animation qu'elle fait de sa communauté, elle vend des produits. Donc, ouais, et ça, c'est vraiment intéressant et innovant parce que c'est une réponse à Amazon. Amazon, on le sait tous, by the way, leur but, c'est de bouffer le retail, on le sait, c'est pas une boîte très sympathique pour ses concurrents. Donc, il faut trouver des parades, et je pense qu'ils vont y arriver. Donc, il faut être dans l'humain, il faut être dans le lien social. Ce sont des bêtes de logistique et de supply chain, donc c'est certainement pas là-dessus qu'on gagnera la bataille. C'est par ce lien direct entre des femmes, parce que c'est à 99% des femmes, ce type de business dont je parle, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie aussi d'avoir un complément de revenus, parce que le leitmotiv de cette vente directe, c'est de pouvoir générer du chiffre d'affaires, puisque vous êtes rémunéré sur une partie de ce chiffre d'affaires. Ça peut monter haut quand ça marche bien, donc ça peut être rémunérateur. Et c'est à travers ce lien, cette communauté, qu'on arrive effectivement à faire évoluer ce business. Donc vous voyez, on s'est complètement transformé. Et là, je peux vous dire, moi qui suis d'essence RH, que ça a été une transformation considérable en termes de ressources humaines. Tout ça sans faire de plans sociaux, puisque ça, c'est une de nos valeurs clés. On fait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un maximum. Donc on est très en amont, on anticipe les besoins, sinon ce serait contraire à nos valeurs RSE. Et on a transformé une bonne partie de nos people qui étaient des VPCistes, c'est-à-dire des vendeurs assis qui font des statistiques sur des mailings, en disant si je mets la petite fleur plutôt là, c'est peut-être 10% de rendement en plus, mais si le cadeau ce mois-ci, si je le mets à 30%. Voilà, c'était vraiment la manière de faire du commerce en fait. Ces gens-là sont devenus des retailers pour certains, se sont lancés sur le digital, on les a formés, on les a aidés à se repositionner. Tout le monde n'a pas été capable de le faire, mais ça a été des efforts considérables de re-engineering humain pour arriver à faire évoluer ce business model. Et tous les ans, on a affiché de la croissance pendant toute cette période-là. C'est-à-dire qu'on a surcompensé l'attrition de cette VPC par de la surperformance en retail et en digital. Ça, c'est le premier point. La deuxième grande transfo, et là aussi, elle stretch énormément la culture, la manière de penser, c'est l'internationalisation. L'internationalisation, il faut voir qu'il y a 60 ans, quand M. Yves Rocher a créé son business à la Gacilly dans son grenier, il a fait ses premières
pommade dans son grenier à Lagacy avec son petit réacteur. Et puis il a commencé à en vendre sur les marchés du coin en Bretagne. Et puis ça a commencé à être connu, à être apprécié, et ça a grossi comme ça. Bon. C'était un business breton. Je dis même pas français, c'était breton. Et puis c'est devenu français parce qu'il a commencé à avoir des clientes à Paris. Ah, Monsieur Rocher, comment est-ce qu'on trouve vos produits, etc. Puis il y a eu mai 68, grève des postes. Bah, on ne peut plus envoyer de colis puisqu'il avait démarré par la BPC. Donc il a ouvert son premier magasin, boulevard Haussmann, qui est toujours là. Il est pas mal comme emplacement. Et aujourd'hui, on a 4000 points de vente. Vous voyez, donc tout s'est fait de manière un peu empirique comme ça. Donc on est devenu français, puis on est devenu européen, avec une vision. Alors, je trouve que moi, je l'ai connu, Yves Rocher, donc je peux en parler, c'est un sacré bonhomme, mais du temps de sa gloire, si je puis dire, il repérait une personne dans l'entreprise qui avait l'air plutôt maline, et puis il dit, mais vous parlez espagnol, je crois. Oui, en effet, Monsieur Rocher. Il dit, bon, bah, alors, vous allez aller en Espagne, vous allez me développer mon business. Et son slogan, c'était un homme, au sens générique du terme, un pays, 1 million. Donc il lui donnait 1 million de francs. Et puis il dit, voilà, t'y vas comme ça. Et, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec la Belgique, puis l'Allemagne, puis l'Espagne, puis l'Italie. Il y a eu plein d'échecs parce qu'il y en a qui ont essayé d'aller très loin tout de suite, puis ça n'a pas marché. Et on s'est créé un écosystème européen de business avec des filiales qui se sont petit à petit organisées. Bon, aujourd'hui, sur les 6 dernières années, je dirais, on a considérablement accéléré notre internationalisation, en organique bien sûr, par la croissance de nos marques, mais aussi par acquisition. On a fait à la suite 3 acquisitions assez exotiques. Une boîte turque qui est basée à Istanbul, qui s'appelle Flormar, dans le maquillage. Une boîte israélienne, et on est neutre, hein, une boîte israélienne qui s'appelle Sabon, dont le plus gros business est au Japon, en réalité. Qui est une jolie marque vraiment de cosmétiques, très orientée soins du corps, et une marque américaine qui s'appelle Arbonne, qui est cette fameuse marque de social selling, très californienne, et qui est présente aux US, au Canada, au UK, en Australie, Nouvelle-Zélande, donc très anglo-saxonne, ce qu'on n'était pas du tout, hein, on était des franchouillards, hein, et le fait de se stretcher comme ça sur des géographies sur lesquelles on n'était pas, ça nous a considérablement secoués. Culturellement, ça a développé nos managers à, je dirais, le cross-culturel, à penser différemment, à ouvrir son mindset pour aller sur des cultures, comprendre des cultures. Là aussi, on a beaucoup accompagné à travers des formations, à travers des mises en situation, à travers des learning expeditions, des choses comme ça, pour faire en sorte que nos personnes qui sont en contact permanent avec de plus en plus du grand international soient effectivement de plus en plus à l'aise. Donc on avait, moi même quand je suis arrivé dans le groupe, on avait pratiquement 60% de notre business en France. On est à, en termes de poids de chiffre d'affaires, on est à moins de 30% aujourd'hui. Donc vous voyez, on a beaucoup, donc ça c'est des petits points un peu partout, mais on a beaucoup accéléré cette internationalisation. Et là aussi, l'agilité, effectivement, elle est venue beaucoup par l'exposition à ces cultures différentes. On ne peut plus différentes, hein, même à l'intérieur d'une même marque, parce que quand vous achetez une boîte israélienne dont la plus grosse partie du business est au Japon, je peux vous dire qu'il y a un clash culturel considérable, hein. Il n'y a pas plus extrême dans les modèles du cross-culturel entre des Israéliens et des Japonais. Bon. Donc on a essayé de les faire se parler déjà, dans un premier temps, parce qu'ils ne se comprenaient pas du tout. Donc ça, c'est l'agilité mentale. Les RH ont un grand rôle à jouer là-dedans, mais voilà, on a là aussi accéléré sur l'entreprise de manière très très volontariste, parce que je pense que c'était une question effectivement de vie ou de mort pour nous, hein. C'est-à-dire que si on restait très européen, c'est quand même pas l'endroit du monde où la croissance est la plus forte, malheureusement. Donc il faut aller chercher de la croissance à l'extérieur. On est dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup en Europe de l'Est, hein. La marque Yves Rocher, par exemple, en Russie, est extrêmement connue, extrêmement successful. On est beaucoup... on est de plus en plus aussi en Asie, en Afrique, même si on est encore petit, mais on s'efforce de vraiment se développer.
Et puis, le troisième aspect de la transformation, de l'innovation, vous allez voir des visuels là, des visuels de clientes, hein, des visuels des natures, des visuels de technologie, de femmes. C'est un peu notre univers. Ça, c'est des gens de chez nous, ça, qui plantent des graines dans un herbier à la Gacilly. C'est vraiment la transformation. C'est le dernier point, ce que mentionnait Thomas, c'est l'entreprise à mission. On est depuis la fin de l'année 2019, hein, vous savez qu'il y a eu la loi Pacte en France, qui a été votée à la rentrée 2019. Les décrets d'application sont passés cette semaine. Et on a devancé ça pour devenir la première entreprise à mission en France, hein, ayant déposé ses statuts au greffe, parce qu'il y a plusieurs strates, hein, là-dedans. Hein. Vous pouvez définir votre raison d'être. Nous, on est allé jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'on a évidemment défini notre raison d'être, reconnect people to nature, donc la reconnexion des gens, des hommes et des femmes à la nature, et j'expliquerai ce que ça veut dire, et on l'a inscrit dans nos statuts. Hein, donc c'est opposable, on a un comité à la fois interne, un comité externe qui nous audite tous les ans, qui va nous auditer maintenant tous les ans sur notre plan d'action dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on fait effectivement en termes de reconnexion à la nature, hein. Donc on s'est vraiment mis dans cette seringue volontairement, parce qu'on pense qu'on est légitime, hein, c'est quelque part, on régularise notre situation à travers cette loi Pacte et cette entreprise à mission. Hein. On est convaincu que ça nous permet de nous redonner une longueur d'avance, parce que Yves Rocher a toujours été extrêmement innovant, extrêmement pionnier et précurseur sur ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE. Hein. Aujourd'hui, tout le monde y vient, essaie de nous rattraper, donc il fallait vraiment qu'on aille assez loin pour se redonner cette longueur d'avance et retrouver cet esprit pionnier qui nous a animés toujours depuis le début. Donc, pourquoi Reconnect People to Nature? Je fais juste un petit point là-dessus. C'est que Yves Rocher, lui, ça part des racines de l'entreprise, hein, et vraiment de ce qui a animé cet homme pour créer une entreprise. Quand il était jeune homme en Bretagne, à 14 ans, il a perdu son père. Ça a été très très compliqué parce qu'il était souffreteux et son père lui faisait l'école à la maison. Il était déscolarisé parce qu'il avait vraiment une santé très 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 chancelante. Il l'a eu toute sa vie d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'il était inspiré par aussi le corps, la beauté, la santé, parce que lui-même avait des vrais problèmes. Il a perdu son papa et il est allé se réfugier dans la forêt. Alors c'est vrai que la Gacilly, il y a la forêt tout autour. Ça touche d'ailleurs la forêt de Brocéliande qui est vraiment pas loin. Alors il ne dormait pas dans la forêt, mais il y passait le plus clair de son temps. Et la forêt l'a apaisé, lui a redonné un espoir dans la vie. Ce contact direct avec la nature, avec les arbres, on permet de calmer sa douleur et de se dire finalement, c'est là qu'est la place de l'homme finalement. Hein. C'est là dont on vient. Et moi, je vais essayer de faire quelque chose pour redonner à la nature ce qu'elle nous a donné. Et ça a été à l'origine de la création de son entreprise. D'accord ? Et j'allais dire ce mythe fondateur, mais qui est une réalité, on l'a remis véritablement en exergue pour dire, mais retrouvons effectivement ces racines, allons plus loin que redonner à la nature ce qu'elle nous a donné, les générations futures, parce qu'on est convaincu qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'écologie. Vous savez que vous avez des catastrophistes, vous avez des gens comme nous beaucoup plus dans un écologisme humaniste et positif. Mais on est convaincu que ce n'est pas en disant faut faire ci, faut faire ça, faut mettre une taxe là-dessus, qu'on arrivera à toucher les gens. Les gens ont besoin d'être touchés émotionnellement par la nature. Et c'est en les reconnectant véritablement à la nature qu'on va en faire des avocats et des vrais écolos, militants, combattants, mais pour le bien commun. Parce que l'entreprise à mission, c'est quoi? C'est, et le Brice le dit souvent, c'est effectivement œuvrer pour le bien commun. D'accord? C'est ne pas être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et ça, cette ambition, elle est très forte, elle est inscrite dans les racines de l'entreprise. Et donc, c'est innovant parce qu'on est les premiers
à avoir en France été jusqu'au bout du processus d'entreprise à mission. On a plein d'actions. Il y a beaucoup d'actions qui sont des actions plutôt RH. On va faire une Nature Academy pour former tous nos 18 000 collaborateurs aux fondamentaux de ce que c'est aujourd'hui que la nature, la RSE, comment on peut s'y engager, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau, quels sont nos projets, etc., etc. On travaille beaucoup sur les écosystèmes de notre entreprise. On va vers le zéro déchet, le zéro carbone dans tous nos établissements, dans toutes nos usines. Et donc, tout ce progrès-là, sur 10 ans, vous savez qu'on est des planteurs d'arbres également. Donc ça, on va aller encore plus loin dans la plantation d'arbres. C'est une des manières de lutter contre le CO2. On a planté cette année, on va fêter nos 100 millions d'arbres. En 8 ans, on aura planté avec le programme des Nations Unies pour l'environnement 100 millions d'arbres dans le monde. On s'en rajoute là sur les 5 ans qui viennent 100 à nouveau. Donc on vise les 200 millions. Aucune entreprise ne fait ça. Donc ça, c'est vraiment des choses, et on le fait dans le monde entier avec des filières plantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire je vais mettre des chênes partout, c'est savoir quelles essences vont être effectivement les plus utiles dans tel pays. Et on le fait avec les communautés, avec les ONG, avec les gens. Donc voilà, donc, je pourrais en parler des heures, comme vous imaginez, je suis assez passionné par ces sujets-là. Mais cette entreprise, elle est, je pense, innovante dans beaucoup de domaines, et l'innovation s'appuie sur les racines. Je pense que c'est bien de faire du breakthrough innovation en partant de zéro. Nous, ça n'a pas été notre démarche, même si on fait de l'innovation sur de l'éco-conception, hein, si on revient à des choses plus pragmatiques. Évidemment, on fait de l'éco-design. Vous avez peut-être vu nos éco-douches, nos éco-shampoings. On réduit la quantité de plastique. Tous ces trucs-là, c'est du design. Hein. Mais véritablement, notre vision, elle est plus large. Hein. C'est l'innovation tous azimuts dans la transformation. Parce que pour continuer à exister, ce modèle d'entreprise familiale, je peux vous assurer, c'est très exigeant parce qu'on n'est pas coté. On ne peut pas mobiliser du capital comme LVMH ou L'Oréal. Et pourtant, on est en compétition avec ces gens-là, même si on n'a pas les mêmes niveaux de prix. Pourquoi ? Parce qu'on croit, nous, à la démocratisation de la beauté, hein, comme le disait le fondateur depuis toujours. Donc, un rapport qualité-prix qui doit être exemplaire. Hein, ça fait aussi partie de nos valeurs de RSE, ça. Et donc, c'est vrai que ce modèle exigeant, cette concurrence mondiale, il faut arriver à se tailler sa part, ses parts de marché, continuer à exister. Et ce n'est que par des positionnements forts et une innovation permanente qu'on y arrivera. Voilà. Et par l'agilité de nos collaborateurs, qui est exceptionnelle, aidée par l'ensemble des managers de l'entreprise. Voilà. Je vous remercie beaucoup.